La crise dont les symptômes s'accumulaient depuis des mois au sein du KPD explose finalement à propos d'une question non allemande, celle de la scission du Parti socialiste italien au congrès de Livourne. D'une part, en effet, aucun problème national ne semblait étranger à un parti ou un militant communiste. D'autre part, le terrain était plus favorable aux adversaires de Lévy, dans la mesure où les représentants de l'exécutif possédaient mieux les éléments de la question italienne que les dirigeants allemands. Le Parti socialiste italien avait été le seul parti social-démocrate d'Europe à s'être tenu, en 1914, à l'écart du courant chauvin, où son renégat Benito Mussolini avait en revanche pris une place éminente. Il avait été en partie à l'origine de la conférence de Tézimerwald, au cours de laquelle il avait joué un rôle important et avait été le premier parti de masse à adhérer à l'Internationale communiste dès 1919, avant même l'adoption des 21 conditions. Il avait donc conservé dans ses rangs ses réformistes, groupés autour de Turati. Son principal dirigeant, Serrati, était en fait un centriste de gauche. Cela ne l'avait pas empêché d'être l'un des grands hommes du deuxième congrès mondial au cours duquel il avait souscrit aux 21 conditions, s'engageant à les appliquer en Italie à condition d'avoir le choix du moment pour procéder à l'expulsion des turatistes. Pourtant, dès son retour en Italie, sa détermination semble faiblir. L'échec de la grande grève des métallos du Nord en septembre 1920, avec occupation et remise en marche des usines, dans lequel l'exécutif dénonce la responsabilité des réformistes, pourrait fournir l'occasion de les exclure. C'est en tout cas ce que l'exécutif rappelle avec de plus en plus d'insistance. Mais Serrati redoute apparemment qu'une scission aux conséquences prévisibles de l'exclusion de Turati et de ses partisans ne soit pas comprise par les travailleurs socialistes et qu'elle contribue seulement à accentuer le découragement consécutif à l'échec de septembre. Il reste donc sourd aux injonctions de l'exécutif et soutient qu'il est nécessaire, afin de réaliser les meilleures conditions possibles dans l'exclusion des réformistes, d'attendre un nouvel exemple de leur trahison. Cette résistance nourrit, bien entendu, une méfiance croissante de la part de l'exécutif et provoque les protestations indignées d'une gauche qu'animent entre autres Gramsci et ses compagnons de l'Ordine Nuovo, mais aussi Bordiga, partisan du boycottage des élections au Parlement, et le député Bombaci, dont la curieuse personnalité avait provoqué bien des réserves au sein des délégations au deuxième congrès mondial. L'affaire n'est pas seulement italienne. Serrati se plaint en effet ouvertement de la façon dont l'exécutif conçoit le travail d'informateur de ses représentants auprès des partis, de l'absence de contrôle exercé par ces partis sur les informations ainsi adressées à l'exécutif. Il va jusqu'à écrire « Il s'est constitué ainsi dans l'internationale communiste une sorte de franc-maçonnerie rouge qui opère dans le silence et le mystère d'autant plus dangereuse qu'elle est irresponsable. » Or, sur ce terrain, il se rencontre avec Lévy pour qui la découverte, dans le bureau de Radek à Moscou, des rapports sur KPD adressés à l'exécutif par Thomas, a été un sujet de vif mécontentement. Il n'est pas exclu qu'on ait envisagé à l'exécutif l'hypothèse d'un complot ou en tout cas d'une action concertée entre Lévy et Serrati. Ce sont toujours ces deux hommes que l'on évoque ensemble quand, à l'exécutif, on parle du danger de droite. Au congrès du Parti socialiste italien qui se tient à Livourne à partir du 15 janvier 1921. Tous ces problèmes vont être posés simultanément. Les délégués de l'exécutif, le hongrois Rákosi et le bulgare Enka Bakchivf, ont pour instruction de faire appliquer sans délai les 21 conditions et particulièrement celles qui concernent l'exclusion des réformistes, avec Serrati si possible, sans lui si nécessaire. Au cours de la préparation du congrès, 3 tendances se sont dégagées. Les réformistes réclament l'exclusion des anarchistes et des francs-maçons, prennent position contre la dictature du prolétariat et condamnent l'emploi de la violence et des moyens illégaux dans la lutte pour la conquête du pouvoir politique. Les communistes Bordiga, Gramsci, Bombaci réclament l'application immédiate et dans leur intégralité des 21 conditions, particulièrement l'exclusion des réformistes et le changement de l'étiquette du parti en parti communiste. Quant à Serrati, chef de file des communistes unitaires, il déclare accepter les 21 conditions, mais souhaite pouvoir les interpréter et les appliquer conformément au contexte et à l'histoire du pays. En outre, considérant que le PSI n'a pas souillé son drapeau pendant la guerre, il propose de lui conserver son étiquette de socialiste, pour éviter que les renégats d'hier ou de demain ne s'emparent du nom glorieux sous lequel le connaissent les masses prolétariennes. Après de longs débats, et sans qu'aucun regroupement soit apparu possible, les 3 motions s'affrontent dans le vote. Celle de Serrati recueille 98 028 voix, celle des communistes 58 173, celle des réformistes 14 695. Tandis que la majorité renouvelle son adhésion à l'internationale communiste, la minorité des délégués communistes quitte la salle du congrès et procède à la fondation du Parti communiste d'Italie dont le premier congrès s'ouvre ainsi, dans le même immeuble,
le 21 janvier, Bordiga, Gramsci, Terracini, Bombaxi en sont les dirigeants les plus en vue. Rakosi et Nkabakchivre le reconnaissent immédiatement section de l'Internationale communiste, le PSI étant ipso facto exclu. La scission est consommée. L'Internationale communiste perd plusieurs centaines de milliers d'ouvriers révolutionnaires qui demeurent dans le PSI avec Serrati ou abandonnent l'activité politique. Plus inquiétant encore pour des hommes comme Lévy, le drapeau du communisme en Italie passe dans les mains de gauchistes notoires comme Bordiga, commentant les premières conséquences de la scission de Livourne qui s'ajoutent à celle de la défaite des métallos du Nord. Robert Parry dit que c'est un caporetto de plus face à la montée du fascisme. La centrale du VKPD avait discuté de la situation dans le PSI à la veille du congrès de Livourne. Lévy, pour sa part, considérait la scission comme inévitable, mais souhaitait que tout soit fait pour repousser le plus loin possible à droite la ligne de clivage, afin de conserver au sein de l'Internationale la majorité des travailleurs influencés par Serrati et ne pas livrer la section italienne à l'emprise exclusive des gauchistes. C'est pourquoi, tout en estimant nécessaire de tout faire pour que Serrati se décide à exclure les turatistes, il s'était prononcé, et la centrale avec lui pour la recherche d'un accord avec Serrati, fût-ce au prix de certaines concessions. À la veille de son départ, il a une conversation avec Radek, qui ignore encore la position précise de l'exécutif sur ce point. Radek estime correcte la position de la centrale, et les deux hommes se mettent d'accord sur la nécessité d'éviter un conflit aigu au cas où l'exécutif adopterait une position différente. Lévy vient à peine de prendre la route de l'Italie, que parvient à Berlin un télégramme de Moscou enjoignant de mener contre Serrati le combat le plus décidé. À Livourne, Lévy va se trouver tout de suite en conflit avec les représentants de l'exécutif. Ceux-ci, en effet, se refusent à toute modification de la motion Bordiga qui permettrait de diviser le bloc serratiste et, au cours de son intervention au Congrès, Nkabakchivre réserve tous ses coups à ce dernier. Lévy a plusieurs conversations sans témoin avec Serrati, au cours desquelles il dit avoir tenté de le convaincre de la nécessité d'exclure les réformistes, mais où Rakosi l'accusera d'avoir encouragé Serrati à tenir tête à l'exécutif, allant jusqu'à lui montrer une lettre de Clara Zetkin recommandant cette attitude. Quoi qu'il en soit, Lévy se contente d'une intervention purement formelle de type salut fraternel, et repart sans avoir ni ouvert les hostilités ni appuyé les représentants de l'exécutif, persuadé cependant qu'une grave erreur a été commise. Il pense l'exécutif mal informé de la situation réelle dans le parti italien. Serrati lui a raconté que Bombaxi n'hésitait pas à embrasser Turati en plein Parlement, et semble convaincu que ses représentants ont, sinon outrepassé leur mandat, du moins rempli leur mission avec une excessive rigidité. Mais tout peut être rattrapé si l'exécutif examine sérieusement le dossier. C'est apparemment dans cet esprit qu'il analyse pour dire au faneux les résultats du congrès de Livourne, dont il dresse un bilan critique. La scission était inévitable, mais pas sous la forme où elle s'est produite, puisque l'élite des ouvriers partisans de la Troisième Internationale se trouve maintenant en dehors de ses rangs, sans doute pour le plus grand profit des entreprises centristes. Radek lui répond longuement, et sur un ton très sec, 3 jours tard, pour lui, les ouvriers qui étaient partisans de l'Internationale et ont suivi Serrati n'en étaient partisans qu'en parole. Et l'élite des ouvriers révolutionnaires d'Italie est celle qui est aujourd'hui dans le nouveau parti communiste. La discussion est publique, le conflit semble ouvert. Il commence par un éclat au sein d'une réunion de la centrale que Radek a réclamée d'urgence et qui se tient le 25 janvier. Lévy est irrité des attaques personnelles contre lui de l'article de Radek, alors que l'article incriminé reflétait la position de la centrale. Radek, hors de lui, réplique que l'article de Lévy est une attaque consciente contre l'exécutif. Et il menace, avant que vous puissiez nous attaquer, nous vous devancerons et nous tirerons l'épée contre vous. Le ton des attaques, la tournure personnelle des reproches de Radek sont si vifs que Lévy quitte la séance. Dès le lendemain, Radek recule et lui adresse une lettre d'excuse pour la forme de son intervention. Lévy n'est pas satisfait pour autant, dans une réponse personnelle, il rappelle à Radek dans quelles conditions ils avaient été d'accord, en présence de Daimig, sur la question italienne, à la veille de son départ pour Livourne, et comment les nouvelles instructions de l'exécutif sont arrivées alors qu'il était déjà en route. Il proteste contre l'interprétation donnée par Radek à son article, se défend d'avoir voulu attaquer l'exécutif, dont il affirme que les erreurs seront corrigées à Moscou même, mais il exige de Radek des réponses précises. L'une concerne le sens exact des menaces proférées contre lui à la réunion du 25, l'autre est de savoir si oui ou non, lui, Lévy, jouit encore de la confiance de l'exécutif pour diriger le parti allemand. Nous ne possédons aucune réponse de Radek, mais l'incident semble avoir finalement déblayé le terrain. C'est dans une atmosphère plus détendue que se déroule le 28 janvier une nouvelle réunion de la centrale, toujours avec la participation de Radek. Celui-ci, qui apparaît dans le protocole sous le nom de Max, présente une longue analyse de la situation politique, ne dissimulant pas les désaccords qui se manifestent au sein de l'exécutif contre les gauchistes, qu'il appelle ceux du Sud-Est,
il pense pour sa part que l'Allemagne et l'Italie sont les deux secteurs décisifs de la révolution européenne. Mais tout dépend de la capacité des communistes italiens et allemands à donner forme à des mouvements de masse, de leur solidité, de leur volonté d'agir. Il admet sans peine que l'exécutif cherche, par tous les moyens, à activer le parti allemand. Mais nie que cette volonté résulte en quoi que ce soit des difficultés internes de la Russie soviétique ou d'un souci de diversion. Ce qui importe pour lui, c'est que les communistes allemands et italiens soient capables de prendre le pouvoir avant que ne s'abatte sur leur pays la catastrophe économique qui les menace. L'exécutif veut un rapprochement avec le CAPT, parce qu'il s'inquiète de la détérioration de la situation dans le parti allemand, qu'il ne juge pas prêt à l'action. Comme le démontre à ses yeux le fait que le comité central n'ait pas été capable, depuis le 7 janvier, de discuter la lettre ouverte. Il explique la vivacité de sa réaction contre Lévy par le sentiment qu'il a eu que c'était la solidarité même avec l'exécutif qui était mise en cause. Ce qui a surtout provoqué de ma part la vigueur de ma polémique contre Lévy, ce n'était pas notre désaccord sur la question italienne, mais plutôt le problème des relations avec l'internationale communiste tel qu'il m'est apparu, non pas tellement dans qui a été imprimé, mais dans les discussions réelles. Inutile de dire que je n'ai pas voué une allégeance aveugle au comité exécutif. J'ai donné et j'y ai reçu ma part de coups, mais il y a critique et critique. La centrale allemande doit se prononcer nettement sur la question de savoir si l'exécutif a raison quand, dans sa ligne politique générale, il situe à droite le danger principal. Il faudra ensuite poser la question des relations entre le V, KPD et l'IC, et faire des propositions concrètes. Il plaide, l'internationale communiste n'est pas un acte isolé mais un processus continu. En 1919, elle n'était qu'un cri de ralliement. Aujourd'hui, elle est soutenue par un parti allemand d'1 demi-million de membres. Dans ces conditions, il est inadmissible de supposer que l'exécutif ne puisse être amené à corriger des erreurs politiques par une politique ouverte, claire et sans équivoque par les mots « pas d'accord ». Il est encore plus grave de croire que nous ne pouvons même pas changer son mode d'organisation. Loin de se faire le défenseur inconditionnel de l'exécutif, il insiste sur les difficultés rencontrées, sur la nécessité, de la part des dirigeants des partis, de faire des critiques qui soient constructives. Il y a beaucoup à faire pour atténuer les difficultés. À mon avis, le malaise de l'exécutif vient de ce qu'il est dans un pays engagé dans une lutte révolutionnaire. Il ne faudrait pas le blâmer parce qu'il lance des oukases, mais parce qu'il n'intervient pas. Il n'intervient que quand il y a une crise aiguë. Il nous faut exprimer nos critiques et nos opinions de façon positive. Il faut résoudre ces questions sur le plan de l'organisation. Après le parti russe, vous êtes le plus grand parti de l'international, vous avez la même part de responsabilité que le parti russe. Lévy répond sur un ton apaisant à cette intervention conciliante. Mais il maintient intégralement ce qu'il a exprimé dans sa lettre personnelle du 27 février à Radek au sujet du refus d'entamer un débat politique. L'exécutif corrigera ses erreurs. Cette correction ne peut venir que de Russie. Il se déclare en général d'accord avec les opinions formulées par Radek et précise qu'il est hostile à un éventuel transfert de l'exécutif hors de Russie, mais il ne partage pas son opinion sur la façon de régler les difficultés présentes. Tout en se défendant d'être sceptique, il indique qu'il existe à ses yeux deux types de maladies, celles que l'on peut guérir sur le champ avec de traitements appropriés, et les autres, pour lesquelles il est nécessaire d'attendre. Le malaise dans les relations avec l'exécutif est du second type, et il explique pourquoi. Mes relations avec TN Zenoviv se sont légèrement améliorées depuis son séjour en Allemagne. Mais je dois le répéter ici, nous nous trouvons devant une certaine méfiance, et toute tentative de notre part de critiquer des erreurs sera interprétée seulement comme un acte d'opposition à l'internationale communiste. Cette discussion m'a ouvert les yeux, le camarade Max s'est emballé pendant la discussion, et on a vu surgir des thèmes qui sont vigoureux et vivants à Moscou. En fonction de tous ces faits, je crois que nous aggraverions la maladie au lieu de favoriser la guérison en exprimant ce qu'on appelle des critiques positives. Peut-être parce qu'il escompte le secours de Lénine, peut-être parce qu'il n'a pas envie de se battre sur un terrain extérieur à la politique de son parti, Lévy refuse donc obstinément l'affrontement, et Radek va pousser à son avantage cette dérobade. Deux résolutions sont en effet en présence. Celle de Lévy rappelle son accord de principe, avec la nécessité d'appliquer les conditions d'admission, et d'exclure les réformistes du parti italien, mais affirme que le maintien de l'unité des communistes italiens est nécessaire, ce qui signifie que la scission d'avec la gauche sératiste a été une erreur. Levé. KPD déclare que dans la perspective de l'unité des communistes italiens, aucun prix ne serait trop élevé pour l'acceptation du fait que les réformistes italiens demeurent encore dans le parti. Radek, de son côté, dépose une résolution qui approuve les décisions de l'exécutif, l'a mise au pied du mur des partisans de Serrati qui permet de les qualifier de centristes, et par conséquent la reconnaissance du Parti communiste italien comme le seul parti affilié en Italie à l'international. Radek adresse alors une nouvelle lettre au président du parti Lévy et Domig. La résolution de Lévy est à ses yeux inacceptable car elle ne se prononce ni sur les causes de la scission de Livourne,
ni sur l'exclusion des sérratistes, qui sont des faits acquis. Elle parle de Serrati et de son groupe comme s'ils étaient communistes, et ne mentionne pas en revanche les communistes italiens. Il la considère donc comme une déclaration d'hostilité aux communistes italiens et à l'exécutif, une tentative d'introduire les mœurs de l'USPD dans le VKPD. Il oppose cette résolution à celle de Levi et conclut: mieux vaut que le président du parti soit pour une fois mis en minorité au sein de la centrale que si celle-ci, par désir de le soutenir, en venait non seulement à adopter une position centriste, mais encore à le cacher au parti. Acculé, Lévy fait un autre pas en arrière et retire sa résolution. Radek accepte un amendement, présenté par Clara Zetkin, introduisant 2 paragraphes qui se prononcent pour une réunification entre le Parti communiste italien et les éléments communs du groupe Serrati demeurés dans le Parti socialiste. Cette unanimité, qui peut paraître factice, a pourtant une base réelle. Clara Zetkin, qui approuve l'exclusion des turatistes et reproche à Serrati d'avoir préféré les réformistes aux révolutionnaires, désire avant tout, comme Lévy, garder ouverte aux serratistes la porte de l'international, et rien n'indique que Radek y soit opposé. L'incident créé par la scission italienne semble donc clos. Lévy, satisfait que Radek n'ait pas exprimé la défiance qu'il redoutait et ait regretté la forme de ses attaques, demeure à la tête du parti. En fait, la résolution de Clara Zetkin, adoptée à l'unanimité et sans objection de Radek, sur la nécessaire amélioration du fonctionnement de l'exécutif et de ses rapports avec les différents communistes, semble mieux poser les problèmes réels et laisser espérer une issue positive à la crise. Elle précise qu'il n'est pas question de remettre en cause le fait que le siège de l'exécutif trouve à Moscou, capitale du premier État prolétarien. Mais elle souligne les difficultés qui en découlent pour une réelle direction de l'international par son exécutif. Difficultés qui proviennent tant des obstacles matériels pour les liaisons que des différences entre les tâches du Parti communiste d'un prolétariat victorieux et celles des partis communistes qui sont dans des pays où il faut en premier lieu lutter pour la dictature du prolétariat. Elle fait donc des propositions pratiques pour surmonter ou au moins atténuer ces difficultés. La première consiste en l'augmentation du nombre de représentants dans l'exécutif des partis ayant plus de 100 000 membres, manifestation évidente de la volonté des dirigeants allemands de n'être pas noyés sous le nombre des représentants des partis groupusculaires ou d'émigrés. La seconde est l'envoi en Europe occidentale et en Amérique de 4 représentants de l'exécutif, dont 2 au moins du parti russe, la défiance à l'égard des autres étant patente, qui aurait pour mission d'informer l'exécutif des conditions particulières dans lesquelles les partis communistes des pays capitalistes ont à lutter. Il est difficile de dire plus nettement que l'exécutif est mal informé. Enfin, comme mesure pratique, et pour remédier aux inconvénients de la parution épisodique de la revue L'Internationale communiste, la résolution Zetkin propose la création d'une correspondance de presse, en plusieurs langues, qui nourrira la presse des partis et facilitera liaison et compréhension. Mais, 48 heures après publication, le gauchiste Friesland attaque d'Andy-Rotéfaneux cette résolution qu'il considère comme une dérobade devant le problème, la transformation du parti en parti d'action. Tout va rebondir, et paradoxalement, toujours sur la question italienne. D'abord parce que Rakosi et Nkabekchifre se plaignent de l'attitude de Lévy à Livourne, ils le tiennent pour partiellement responsable de la résistance de Serrati, ce qui entraînera une protestation des communistes italiens. Ensuite parce que l'affaire prend une dimension internationale. Rendant compte du congrès de Livourne dans l'Humanité, Jacques Ménil souligne que l'attitude de l'exécutif est inspirée par la croyance en l'imminence de la révolution, et s'interroge: la situation est-elle vraiment aujourd'hui aussi révolutionnaire qu'il le pense? Et étant donné la situation existante, la tactique la meilleure était-elle de provoquer la scission qui sépare de la masse du parti les éléments communistes les plus jeunes et les plus actifs? Quelques jours plus tard, il va plus loin et, analysant les accusations lancées par Serrati contre les délégués de l'exécutif auprès des partis communistes, il l'approuve, écrivant que l'attitude de ses représentants ne peut s'expliquer que par ce qu'ils considèrent comme une erreur théorique fondamentale des bolcheviks, leur croyance aveugle en la vertu de la centralisation. Il lance à l'usage de son propre parti: Serrati a raison, méfions-nous des éminences grises. Pour les membres de l'exécutif les plus prévenus à l'égard des droitiers, un regroupement international est en train de s'esquisser. Au lendemain du congrès de Livourne, en effet, Serrati est parti pour Berlin où il a rencontré Lévy. Sur ses conseils, il a écrit à l'exécutif pour demander un supplément d'enquête sur les conditions de la scission italienne. À son retour, il s'arrête à Stuttgart pour rencontrer Clara Zetkin, qui approuve ces initiatives. Et il semble bien que la résolution de la centrale allemande soit de nature à permettre une remise en question de l'attitude des délégués de l'exécutif en Italie. Par ailleurs, les néo-gauchistes de Berlin tentent d'exploiter la situation pour pousser leur avantage contre Lévy. Ruth Fischer-Friesland et Maslow multiplient les attaques, tant sur la question du Capt,
où ils approuvent la décision de l'exécutif, et sur la scission italienne que sur la prise de position en faveur de l'alliance avec la Russie soviétique, mise en avant par la centrale et qu'ils considèrent comme un mot d'ordre national bolchéviste. Au cours d'une assemblée de responsables de Berlin dans laquelle il est aux prises avec Ruth Fischer, Paul Lévy commente la résolution de la centrale dans un sens que ses adversaires vont juger unilatérale et exclusivement favorable à Cerati. La gauche soulève le problème de ce qu'elle appelle, elle, ultracentralisme de la centrale, lance le thème de la bureaucratisation, qu'elle relie à ce qu'elle considère comme une politique opportuniste. Aux prises avec des critiques convergentes, celle de l'exécutif et celle de l'organisation de Berlin, la centrale est réduite à la défensive. Pour couronner le tout, Rákosi, de retour de Livourne, s'arrête à Berlin pour demander à la centrale des comptes sur l'attitude de Lévy, qu'il accuse d'avoir parti lié avec Cerati et de nouer avec les partis autrichiens et yougoslaves des contacts fractionnels afin de soutenir les cératistes contre l'exécutif. Devant la centrale, il défend la politique appliquée à Livourne et lui demande de revenir sur la résolution conciliatrice qu'elle a adoptée le 1er février. Il réussit à convaincre Talemé Stoeke, qui présente alors une motion justifiant et la scission et la nécessité de la lutte contre Cerati, non seulement par son refus d'exclure les turatistes, mais par la position du PSI sur les questions nationales, agraires et syndicales. Elle est repoussée à une large majorité, la centrale confirmant ainsi son vote du 1er février. Mais l'exécutif n'abandonne pas la partie. Rákosi est présent à la réunion du comité central du 22 février et attaque violemment, s'inscrivant en faux contre les affirmations de Lévy selon lesquelles le gros des ouvriers révolutionnaires reste avec Cerati, cependant que le Parti communiste ne rassemblera que des éléments semi-anarchistes ou syndicalistes. Pour lui, Lévy, en lançant de telles calomnies, cherche à tromper le parti allemand. Sur son élan, Rákosi développe sa propre analyse de la situation. S'il ne répète pas les propos tenus en privé à Clara Zetkin, que le parti allemand est trop nombreux, qu'il faut souhaiter que disparaisse une bonne partie de ses 400 000 adhérents, il affirme que la scission de Livourne doit servir d'exemple, et que, si c'est nécessaire, il faudra pour la clarté politique faire des scissions 10 fois au besoin, que ce soit en Italie, en France ou en Allemagne. L'international, souligne-t-il, a besoin de cadres bien trempés, et il faut clairement dire que le parti français, entre autres, devrait être sérieusement épuré. Lévy prend la déclaration de Rákosi pour une déclaration de guerre de l'exécutif. Il ne s'agit plus désormais à ses yeux d'un incident de parcours comme il l'avait cru, mais d'une ligne politique qui concerne la construction de tous les partis. Clara Zetkin s'indigne que Talemé et Stoeke, membres de la centrale, se croient autorisés à présenter au comité central une résolution expressément repoussée par la centrale. Elle voit dans cette opération une manœuvre inspirée par Rákosi, et à travers lui, par l'exécutif, une de ces pratiques qui, précisément, apporte de l'eau au moulin d'un Cerati quand il dénonce l'ultimatisme et l'autoritarisme de l'exécutif. Mais le coup de théâtre se produit. Par 28 voix contre 23, le comité central adopte la résolution. Talemé Stoeke refuse donc sa confiance à Lévy pour l'accorder à l'envoyé de l'exécutif. Lévy Hamé dira que le comité central s'est tourné vers l'oracle de Delphes pour apprendre de la bouche de la Pitie la véritable signification de ce qui s'est passé en Italie. Ce vote ouvre de nouveau la crise à un niveau supérieur. En séance sur le champ, les 2 présidents du parti, Lévy et Daumig, et 3 membres de la centrale, Clara Zetkin, Otto Brass-Hoffmann, démissionnent de la centrale. Ils remettent une déclaration écrite dans laquelle ils affirment n'être pas solidaires de Cerati et refuser l'identification avec lui, mais se refuser également à cautionner les positions de Rákosi et à partager ainsi la responsabilité d'une politique qui vise à créer des partis plus solides et plus purs par la méthode des scissions mécaniques. En Brandloff et Stoeke sont élus présidents de la centrale, Ernst Meyer-Froelich, en Wegmann für Eberlin et en Sivers entrent à la centrale pour remplacer les démissionnaires Froelich, Böttcher, Meyer et en Sivers devenant secrétaires. La nouvelle majorité s'empresse de déclarer qu'elle a voulu seulement manifester son désir d'une coopération loyale du parti avec l'exécutif et qu'elle n'a avec les démissionnaires aucune divergence de principe. En fait, la bataille fractionnelle ne fait que commencer, si les nouveaux dirigeants du parti allemand n'en ont pas conscience. Dès le 14 mars, Radek leur reproche de Moscou de ménager Lévy, cependant qu'au 10e congrès du Parti communiste russe, en Zenoviv, en personne se réjouit de ce que Lévy ait été démasqué, affirmant qu'il était prédestiné à une telle évolution droitière. La guerre est décidément déclarée. Débat politique. Lévy la conduit sur le plan politique désormais avec beaucoup de clarté. Il montre d'abord qu'au point de départ des divergences se trouve, ce qu'il n'avait pas su voir à l'été 1920, des appréciations fort différentes de la conjoncture mondiale. Cette dernière est en effet dominée selon lui par l'importance de la contre-offensive bourgeoise, qui se traduit dans les rangs ouvriers par la remontée de la social-démocratie, notamment l'intérieur des organisations syndicales,
Il souligne qu'au cours des élections en Prusse, la moitié des voix qui s'étaient, dans les scrutins précédents, portées sur les indépendants, se sont portées cette fois sur le Parti social-démocrate. Le principal souci des communistes doit donc être, selon lui, de ne pas se laisser isoler des masses, et en particulier des 6 millions de travailleurs organisés dans les syndicats, situation qui est caractéristique de l'Europe occidentale, que les Russes n'ont pas connue et qu'ils sous-estiment. Une autre divergence importante apparaît avec la théorie défendue en Russie par Boukharine de la tactique offensive, dont la faillite a pourtant été évidente à l'été 1920, après les illusions provoquées par la marche de l'armée rouge sur Varsovie. Lévy affirme nettement: on ne peut introduire le système soviétique mécaniquement, pour ainsi dire à la pointe des baïonnettes. Le système soviétique a besoin de s'appuyer sur la volonté révolutionnaire du prolétariat dans chaque pays. Là où cette volonté fait défaut, les prolétaires reçoivent les révolutionnaires comme des oppresseurs. Ce sont tous ces problèmes qui ont été posés en Italie, la façon dont s'est déroulée la scission, car une scission était nécessaire, mais avec Turati et non avec Serrati, et les délégués de l'Internationale ont voulu et préparé la scission avec Serrati. Or l'enjeu était considérable. Il s'agissait de garder dans le parti une centaine de milliers de travailleurs qui avaient la volonté de devenir communistes, et c'est un problème qui pose dans tous les pays. Il existe deux voies pour atteindre, avec ces masses organisationnellement liées à la Troisième Internationale, un niveau plus élevé d'expérience communiste, de volonté communiste. L'une consiste à faire leur éducation par de nouvelles scissions, l'autre à éduquer politiquement ces masses venues vers nous, à vivre avec elles le temps, la révolution et les shows, et à parvenir ainsi à un niveau supérieur, avec les masses et dans les masses. Le choix des Russes, si tant est qu'ils aient été unanimes, s'explique, selon Lévy, par la tradition du bolchevisme, l'empreinte de sa formulation dans l'illégalité. Dans un parti de masse tel que sont les partis ouvriers d'Occident, on ne peut, comme le prouve la scission victorieuse du parti indépendant, procéder à des scissions à coup de résolution, mais seulement sur la base de la vie politique, de l'action et de la conviction qu'elle entraîne par l'expérience. Après avoir fait de Serrati le porte-drapeau de l'Internationale pendant 2 années, il était vain d'espérer démasquer, aux yeux des masses par quelques lettres ouvertes. Or, c'est ce qu'a fait l'exécutif et qu'il n'avait heureusement pas fait en Allemagne. La scission italienne constitue un précédent dangereux, le signe que l'exécutif est en train de s'engager sur la voie de la formation des masses communistes par une éducation progressive, mais par une scission mécanique. De telles pratiques sont étrangères au mouvement révolutionnaire en Occident et à ses traditions profondes, et elles proviennent incontestablement aux yeux de Lévy, à travers l'exécutif de l'Internationale, du parti russe et de l'hégémonie qu'il exerce. Lévy se défend d'être de ceux qui songent à déplacer le siège de l'exécutif pour le soustraire à l'influence des dirigeants russes, mais il souligne l'isolement de ces derniers, la lenteur des communications, la rareté de leurs contacts humains et la difficulté qu'ils ont à se former une idée exacte de la situation en Europe occidentale. En outre, les dirigeants bolcheviks sont à la tête d'un État et jugent inévitablement des événements à partir de cette position, au moins dans un premier temps. Cela ne signifie pas que la discussion avec les Russes ne puisse aboutir qu'à un dialogue de sourds. Bien au contraire, Lévy souhaite avec eux une discussion responsable. Mais il refuse pour toutes ces raisons de se lancer, comme on l'en accuse déjà, dans une lutte fractionnelle. Il exige la clarification la plus rapide possible, seul capable précisément d'épargner au parti allemand la crise et les luttes fractionnelles qui lui seraient tellement préjudiciables. Comme vous le voyez, la question italienne est devenue maintenant, avec ses conséquences telles que les a mentionnées le représentant de l'Internationale communiste, une question de la nature la plus grave pour notre parti allemand également. Nous devons savoir très clairement comment nous voulons construire et agrandir le Parti communiste allemand, savoir si nous voulons demeurer ensemble en tant que masse, même si des groupuscules se détachent de nous, à droite ou à gauche, et si nous voulons grandir par notre action à tous, ou bien si nous voulons parvenir à une forme supérieure de communisme en provoquant la scission, après un certain temps de cohabitation, de la crème de ce qui se serait alors formé. Et je le dis tout à fait ouvertement, il existe des signes que, dans ce parti, on songe à cette seconde voie. Les événements allaient rapidement confirmer ce diagnostic.